Bye bye. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous. Vous rêvez souvent de placer des annonces à CEPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises. Quel que soit votre budget, il y a un créneau qui fera votre affaire à coup sûr. Ne cherchez pas bien loin, votre clientèle cible nous écoute. CEPAM, c'est pas nous toutes. Notez que le programme de la visibilité pour les petites entreprises est en place pour une durée limitée. Appelez-nous tout de suite 514-790-2726. Si ce message vous a atteint, le vôtre atteindra votre client sur CEPAM. CEPAM, c'est pas nous toutes. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 ou 514 725 2024. Depuis toujours, pour vos parties d'associations régionales, journées récréatives, festivals, baptêmes, communions, mariages, fêtes de famille, concerts évangéliques, conférences, réunions, votre référence en sonorisation s'appelle Sono Musique. Aujourd'hui, la division sonorisation de Sono s'associe avec des ingénieurs, techniciens, preneurs de son, avec des équipements classés parmi les meilleurs dans l'industrie. La capacité de fournir le matériel, de l'installer rapidement sur la scène de plusieurs événements, c'est l'affaire de Sono Musique. Seul en tête de liste, 514-723-6101. 514-723-6101. Trouver un emploi au Canada est très facile. Ce qui est difficile, c'est un emploi stimulant qui correspond à vos valeurs. Si votre objectif est d'évoluer dans un environnement stimulant, l'agence Les 7 Bons Placements Inc. est l'endroit idéal. Vous êtes infirmier, infirmière, préposé aux bénéficiaires, personne en soutien à domicile, agent de sécurité, opérateur, professionnel. Vous voulez changer de carrière? Sachez que désormais, l'emploi que vous cherchez se trouve à l'agence Les 7 Bons Placements Inc. Toutes vos attentes seront comblées. Envoyez votre CV par courriel à l'adresse les 7 bons placements à commercial@gmail.com ou appelez au 438-378-6925. L'agence Les 7 bons placements Inc. pour ça bon tout bon. Ici Éric Giergal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes de retour avec Jean-Emmanuel Pierre, Étienne Côté-Paluc et Franz Voltaire et moi-même pour analyser cette situation, émission un peu spéciale aujourd'hui, en regardant pour les 2 heures la situation en Haïti cette semaine. Pendant que l'armée canadienne survole le pays, d'ailleurs. Survole le pays, naturellement, et c'est comme pour dire que le Canada ne peut pas, comment dirais-je, faire davantage durer le plaisir. On n'arrive pas jusque-là à survoler
le territoire d'Haïti jusqu'à un certain point, surtout Port-au-Prince, juste pour nous mettre en appétit et penser qu'il n'y aura pas quelque chose. Mais cela dit, messieurs, regardons le comportement des Américains dans le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est cette semaine encore, c'est mercredi ou jeudi, qu'ils ont été cueillir les 3 responsables, plus hauts responsables théoriquement, en tout cas, qui ont été inculpés par Haïti dans le dossier, emprisonnés, etc. Mais ils ont été cueillis par le FBI et les conduisant justement en Floride. Et on se demande, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui doutait que cette cause allait être jugée aux États-Unis? Si jamais il y aura un jugement, je pose toujours cette condition. C'est peut-être des gens qui vont plaider coupable et qui s'attendent à une réduction de peine, n'est-ce pas? C'est peut-être des gens avec lesquels il y a déjà une entente sur la peine qu'ils auront parce que tout simplement ils sont réputés avoir préparé, planifié cet attentat à partir du territoire américain, mais ils n'ont pas commis d'attentat sur le territoire américain. Bon, mais il y a une chose, il y a cet aspect qui est plus complexe. Je comprends ton approche d'avocat, etc., d'homme de loi, mais d'après ce que j'ai compris, les Américains avaient autant de droits dans l'enquête parce que le tout a été concocté d'abord par des citoyens américains. Ce sont des citoyens américains. On dit des Haïtiano-américains, mais il n'y a pas de double nationalité aux États-Unis. Le Colombien, je crois, n'a pas de citoyenneté américaine. On ne sait pas. Mais c'est pas le plus important. Le Colombien est le lien entre le politique, c'est comme ça qu'on l'a présenté, est le lien entre le politique, le financier et les exécutants. Le colonel Garcia, c'est lui qui s'est occupé de monter l'équipe d'anciens militaires colombiens, et c'est lui qui faisait le pont entre ceux qui ont financé, qui est cette fameuse maison, qui est aussi d'ailleurs un maison de courtage immobilier aux États-Unis, qui est basée à Miami, en Floride. Les réunions se sont tenues là. Ce sont des résidents de la Floride, que ce soit le pasteur Christian Emmanuel Sanon, que ce soit James Solage ou encore Joseph Vincent. Donc, tu as un complot qui a été ourdi aux États-Unis, financé par les États-Unis. Depuis les États-Unis. Financé par... C'est peut-être un lapsus... Un lapsus voulu. Non, tendancieux. Oui, ok. Et non, mais ce que tout ça vient de rappeler aussi, c'est-à-dire l'arrestation, l'extradition de ces personnes, ce que ça vient rappeler, c'est aussi le rôle que les Américains se sont donné depuis le début dans cette affaire. Et que les suspicions légitimes disaient qu'on faisait du cover-up. Parce que n'oublions pas que ces gens se sont présentés comme des agents de la DIA, et par la suite, on va s'en rendre compte que ce sont effectivement des agents de la DIA. Non, il y avait des informateurs. Oui, mais ça c'est baissé sur leur importance, ok? C'est baissé sur leur importance, et toi et moi, côté, on ne sait pas si ce n'étaient pas des agents. On les a présentés par la suite comme étant des informateurs, mais excusez du peu, normalement, quand tu es dans une opération, on sait comment ça fonctionne avec les agences américaines. Pour des opérations fragiles, on te dit, si on te tient, on ne te connaît pas. Ça, c'est quand tu es un informateur. Mais quand James Solage et Joseph Vincent appellent l'ambassade américaine, bon, on me dira que ce sont aussi des citoyens américains qui sont en difficulté, et qu'on envoie le chef de l'antenne de la DIA à Port-au-Prince s'occuper de leur cas, rends-moi fou, sage, je veux bien te faire confiance, Étienne, si tu veux me rendre fou,
mais je pense qu'il y a une certaine sagesse dans les suspicions qu'il y a sur les Américains dans ce dossier. Mais je pense qu'il y a ces deux volets de tout ça quand même. Il y a l'aspect quand même de la justice qu'on veut qu'il soit rendu. C'est-à-dire que c'est certain que la confiance que la justice haïtienne rende verdict était très faible, se rendre jusqu'au verdict. Là, au moins, on sait que il y a un système judiciaire qui est un petit peu mieux organisé, en tout cas, certainement, à Miami. Et vraiment, on va suivre les règles. Il risque d'y avoir moins d'accros procédural. On risque de mieux connaître les règles, de mieux les suivre. En ce moment, avec l'habeas corpus, ils auraient dû se faire libérer il y a déjà plusieurs mois déjà. Donc, en Haïti, c'était extrêmement complexe. De l'autre côté, l'aspect que je trouve peut-être plus négatif, c'est que ils s'en sortent bien, finalement. Si on regarde ça, là, entre vous et moi, là, hein, le petit bandit qui se fait arrêter à Port-au-Prince, le petit bandit que je dis là, un jeune qui vole une pinte de lait qui se fait arrêter à Port-au-Prince, qui va pas passer devant un juge avant 5 ans, qu'après 10 ans, il va finir par se sortir parce qu'il va avoir une mesure XY, qui va avoir fait 10 années de sa vie là-bas. James Solage, combien d'années il va faire en prison à Miami, dans une prison qui n'est soit peut-être pas extrêmement simple, mais à Port-au-Prince, la condition dans les prisons sont très difficiles. Et il a commis le crime le plus grave qu'on ne peut pas faire, ou en tout cas un des plus graves qu'on ne pourrait pas faire dans un pays. Et il s'en sort finalement avec une prison où il y aura un appui. Au moins, il aura droit à la justice, alors que plusieurs en Haïti ont droit à la justice et souffrent dans des prisons qui sont souvent de la torture. Je me réserve, je ronge mon frein. Il faut laisser parler Franz Voltaire. Non, je crois que Étienne vient de souligner quelque chose d'important. Ces gens qui ont été emmenés aux États-Unis, et s'ils collaborent avec le système, ils auront droit à des réductions de peine, ils auront droit à des conditions de détention absolument sans comparaison avec Haïti. Ils vont être nourris tous les jours déjà. Donc, en fait, eux-mêmes, vu la situation actuelle en Haïti, ils sont déjà dans de meilleures conditions qu'en Haïti. Et possiblement, beaucoup d'entre eux ont des liens, soit comme informateurs. Je ne dirais pas qu'ils étaient des agents américains, ils étaient plutôt, dans certains cas, des informateurs. Et on va voir ce qu'il va en résulter. Mais je doute très fort qu'on ait, au bout du compte, un rapport. Alors, messieurs, sur ce qui s'est passé. Messieurs, si on n'a pas la langue de bois et si je n'ai pas peur pour la licence de la radio, on devrait se poser les vraies questions. Pour la licence? Ah ben oui, il y a une question de licence. Les grandes questions, c'est quoi les grandes questions? Mais les grandes questions, c'est de savoir... on fait un article là, noté journaliste, qui a tué Jovenel Moïse? Vous savez, quand vous posez ce genre de questions, des gens qui ont de multiples ennemis, et Jovenel Moïse avait de multiples ennemis, que ce soit au sein du pouvoir, que ce soit, je ne connais pas en détail dans quel engagement il était, donc vous avez, comme ce qui est arrivé avec... Non, mais... On commence à savoir qui l'a fait, mais c'est qui l'a financé. Mais c'est ce que je veux dire. Et ça donne... Et France, automatiquement, ça donne une dimension internationale à l'assassinat de Jovenel Moïse. Ça donne une dimension... D'ailleurs, Étienne Côté-Paluc, qui était en Haïti, peut voir... les considérations que le peuple avait pour Jovenel Moïse avant l'assassinat et les considérations après l'assassinat. Il est devenu populaire après l'assassinat. Hein? Il faut faire attention pour une raison très simple. Ouais. Il n'y a aucun sondage, il n'y a aucun moyen de mesurer tout ça. Bon, moi, je ne vais pas jusque-là. Je dis que dans le cas de Jovenel Moïse, il y a certainement eu et possiblement des questions d'argent, il y a des questions de trafic, il y a des questions politiques au sein même du groupe politique autour de lui, et il y a des questions qui vont rester sans réponse. Comment un président de la République, chez lui, est assassiné sans aucune réaction de ses gardes du corps? Le témoignage de sa femme pose problème. Donc, on est enfin dans le flou. On est toujours dans le flou.
Et là, ça fait 1 an que ça dure, supposément les États-Unis, la Colombie, en plus de ça, voilà. Tout cela est en bas. Il y a des Haïtiens américains, il y a des Colombiens, il y a toutes sortes de gens impliqués dans cette histoire-là. Enfin, apparemment, il y a des allégations qui vont jusqu'au Premier ministre actuel ou à l'ancien Premier ministre. Bon. Donc, on ne saura jamais, à mon avis. Mais à un moment donné, notre travail n'est pas de savoir Qui était derrière. avec la certitude écrit avec le grand C, mais c'est de regarder les comportements des uns et des autres après, parce que, bon, on va... Moi, je réservais ça pour la deuxième partie, mais on ne va pas se cacher. Les Américains sont les premiers à reconnaître qu'ils peuvent commander, téléguider à partir de leur pays. On dit là où il n'y a pas de ces situations-là, c'est là où il n'y a pas une ambassade américaine. À partir du moment où il y a une ambassade américaine, tout est toujours possible. Mais, et c'est là que je me pose la question et mon doute. Quel danger un président comme Jovenel Moïse pouvait représenter pour la grande puissance, la toute puissante et puissance états-unienne? Qu'est-ce que Jovenel Moïse pouvait représenter de... Parce que je regarde le comportement après l'assassinat, pourrait nous indiquer que les États-Unis savaient quelques affaires. Mais quels auraient été les intérêts? Quel danger ce président-là pouvait représenter pour les États-Unis? Maître Pierre, est-ce que c'est les États-Unis ou est-ce que c'est un... Non. On analyse, on regarde, on dit, on ne donne pas de blanc-seing à personne. C'est possible. Mais moi, je regarde les États-Unis, je me dis, je cherche, mais je ne vois pas. En général, Maître Pierre, moi, je pense qu'il peut y avoir, il pourrait y avoir, je suis au conditionnel, que certains services de renseignement, que ce soit la DIA, et c'est la DIA qui apparemment pose problème, pourraient être impliqués indirectement ou directement dans ce genre d'activité. Des Colombiens pourraient être impliqués directement dans ce cas-là, dans cette opération. Des secteurs liés à des trafics pourraient être liés. Est-ce que c'est de l'argent mal partagé? Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. En général, quand vous assassinez un président, c'est parce qu'il y a une tentative de coup d'État. Là, on voit qu'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, à moins qu'on puisse penser que la nomination de Ariel Henry relèverait de cela. Mais la nomination d'Ariel Henry, faite 48 heures avant l'assassinat de Jovenel Moïse, n'a été ratifiée que plus tard que par Mme Lalime. Donc, il y a plein de questions et pas de réponse. C'est la même chose que je penserais, que j'oserais dire, parce que c'est encore très flou, mais bon, le Miami Herald a publié quand même un article cette semaine qui semblait intéressant là-dessus, en ramenant quelques faits qui avaient été ramenés cette semaine, des nouveaux faits, entre guillemets, sur ce qui a été dit avec ce rapatriement des prisonniers cette semaine. Mais en gros, on se demande toujours, eux certainement, ils s'accusent mutuellement. Donc, on n'arrive pas à voir qui a financé. La grande question, c'est où cet argent est sorti, qui a financé tout ça. Est-ce que c'est vraiment des hurluberlus dans leur petit bureau de Miami qui ont décidé de mettre tout ça en place, ou vraiment, justement, les Américains sont venus, d'autres sont venus, peut-être les Américains, la DEA, mais souvent aussi, on pense que tout fonctionne en institution, mais des fois aussi, il y a des gens qui fonctionnent à l'intérieur de ces institutions-là de manière indépendante. Mais c'est sûr qu'en ramenant l'enquête à Miami, il y a deux options. Soit qu'on risque d'avoir peut-être de meilleures informations, mais peut-être aussi qu'on risque d'avoir moins d'informations si c'est les Américains qui sont impliqués, parce que eux pourront, le gouvernement américain pourra contrôler plus facilement le déroulement de l'enquête, et en déposant des requêtes pour classifier, ou en tout cas ne pas mentionner certaines informations qui pourraient porter préjudice au travail de certaines entités de l'État américain. Donc, les deux questions se posent. Comment on arrive
Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? C'est tout ça qui se pose devant nous. Ces deux enjeux-là, c'est sûr que d'un côté, ça peut être un avantage, ça va avancer plus vite, il va y avoir des choses qui vont être plus concrètes. De l'autre côté, peut-être aussi qu'on pourra avoir certaines limites, mais on aurait eu aussi des limites, peu importe où on aurait fait ce procès, je crois. Donc, au moins, les accusations sont déposées. Au moins, on peut continuer à parler de faits et pas juste d'enquêtes qui s'éternisent. Je ne sais pas comment ça peut se passer en termes de prolongement. J'écoutais un des avocats, l'avocat d'un des accusés, James Solage, maître Arnel Rémy, qui disait que ça vient poser un problème fondamental. D'abord, il y avait une instruction en Haïti. Donc, le dossier était au cabinet d'instruction. Normalement, on n'aurait pas dû interrompre la chaîne de procédure, la chaîne procédurale. Donc, au niveau d'Haïti, déjà, il y a un problème fondamental qui se pose pour permettre à ce dossier d'avancer. Mais on ne sait pas comment ça va se faire non plus. Bon, on sait qu'il y a des gens qui subissent une peine, mais qui sont une peine qui va être purgée dans son pays d'origine, etc. Mais dans ce cas-ci, on parle de citoyens américains. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont quasiment perdus dans la chaîne pénale haïtienne et ce sont des éléments clés, des éléments essentiels. Au niveau de la justice haïtienne, on continue de faire semblant, mais il ne va pas avoir grand-chose, il ne peut pas avoir grand-chose. Comment la justice haïtienne va justifier ce mouvement latéral-là, légalement en tout cas? J'ai pas entendu encore beaucoup d'informations à ce propos. C'est quand même une preuve qu'on n'arrive pas au bout, mais il n'y a pas eu d'explication politique de la ministre de la Justice, à ce que je sache, à tout le moins, ni des commissaires du gouvernement et autres entités du ministère de la Justice ou de la justice haïtienne en général, à savoir comment on justifiait ça. Et puis je pense que c'est un point très important. Est-ce que les autres Colombiens, ça veut dire que ça ouvre la porte? Le juge d'instruction, Étienne, n'était pas au courant de l'opération, ce qui fait qu'il y a des rendez-vous qui avaient été pris et qui ont été maintenus, comme par exemple le rendez-vous avec l'ancien Premier ministre Claude Joseph. Oui. Tu sais, l'audition de Claude Joseph au cabinet d'instruction a eu lieu quand même jeudi et on a l'impression que le juge d'instruction a été informé par des avocats, d'après ce que j'ai compris de la part de l'avocat de James Solage, mais aussi de quelqu'un comme Renaud Georges qui était monté au créneau pour dire que c'est lui, parce qu'il était l'avocat d'une des personnes accusées, et il dit que c'est moi qui ai informé le juge d'instruction Whistler Voltaire sur le fait qu'il y a 4 éléments importants, parce qu'on parle de celui qui est la tête pensante du complot, soi-disant le pasteur Christian Emmanuel Sanon. On parle de James Solage et de Joseph Vincent, qui seraient 2 éléments au cœur à la fois de financement, de recrutement, mais de mise en place entre Port-au-Prince et Miami, mais aussi en République dominicaine. Et on parle de ce commandant qui faisait le lien entre le financier, le politique et les exécutants. On parle du colonel Garcia. Donc, tu as 3 éléments clés du procès qui maintenant ont été rapatriés. Et ça, c'est sans parler d'autres figures importantes. Donc, est-ce que les Colombiens quelqu'un comme l'ancien sénateur John Joel Joseph, quelqu'un comme Rodolphe Jarre, tu as tous les éléments porteurs d'éclaircissement. Rappelons-le, il avait été arrêté déjà aux États-Unis. Il a été libéré parce qu'il avait coopéré avec la justice américaine. Il résidait en République. Non, mais il était présenté aussi comme un agent de la DIA. Il était un indicateur de la DIA. Alors, messieurs, il reste que ça, selon ma compréhension, ça n'en fait pas un procès avorté pour ceux qui n'ont rien à voir avec les États-Unis relativement à l'assassinat de Jovenel Moïse. Eux qui sont haïtiens, qui auraient commis un acte sur le territoire
d'Haïti, etc. S'il y a des accusations, ils peuvent subir leur procès. Autrement dit, il peut y avoir 2 procès dans le procès, éventuellement. Ça se peut, là, parce que eux n'ont rien à voir avec les États-Unis. C'est pas les États-Unis. Qui, eux? Ceux-là qui sont restés comme exemple, on a cité les Colombiens devant la cour d'instruction James Soulage, un Joseph, oui, ceux qui n'ont rien à voir avec peuvent, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un procès, un seul procès, n'est-ce pas? Des gens peuvent décider d'avoir un procès séparé, etc., etc. Mais la question reste et demeure, oui, si on a besoin d'un témoin, est-ce que les États-Unis pourraient libérer, permettre, est-ce qu'il pourrait y avoir une collaboration? Cela dit, messieurs, la question la plus importante, et je pense qu'on va revenir encore là-dessus, c'est le comportement des Haïtiens là-dedans. Là. Est-ce qu'il y a un seul comportement des Haïtiens? Du gouvernement ou de la population? Même pas du gouvernement. Le système de justice devrait être un système de justice indépendant du pouvoir politique, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif. Et à ma connaissance, bon, Jean-Emmanuel vient de le dire, le juge d'instruction a été informé du départ, de ce qui est arrivé avec ces 3 accusés-là, et il n'était pas au courant. 4. De 4. Il n'était même pas au courant, alors que normalement, il devrait avoir une procédure d'extradition. C'est quoi la procédure d'extradition? Comment ça a été fait? S'il y a eu procédure d'extradition... Mais c'est au niveau des gouvernements. Normalement, c'est pas normal que le juge d'instruction n'ait pas été mis au courant, mais c'est une décision politique aussi, au niveau du ministère de la Justice. Oui, mais elle n'a pas été Je crois qu'il y a eu entente entre le FBI mais ça c'est quand on est quand on reste dans une certaine manière de faire, dans une situation normale. On est dans une situation anormale, dans un pays qui n'est pas dirigé, où les agents du FBI peuvent débarquer, entrer au pénitentiaire national et repartir avec les gens. Jean-Emmanuel, là, on a vu quand les agents du FBI avaient débarqué pour arrêter le fameux sénateur, il n'avait pas été assermenté. On l'a vu aussi sous le premier gouvernement d'Aristide. Préval était ministre de l'Intérieur. Les Américains viennent le voir et lui font l'injonction de libérer deux Colombiens. Absolument. Or, quand Préval se présente pour vérifier leur situation, les Américains se sont présentés directement à la grande prison et sont partis avec les Colombiens. Absolument. On se rend compte qui contrôle qui dans ce pays. On sait tout ce temps-là que, juste rapidement, que tous les politiciens, là, ceux entre autres qui ont subi des sanctions, il y en a plusieurs là-dedans, on sait leur lien avec le trafic de drogue depuis 20-30 ans, et les Américains, les Canadiens le savent, et c'est maintenant, on fait comme si c'était quelque chose qu'on pouvait enfin faire quelque chose. Non, mais tu mets la table, Étienne, pour la deuxième partie, parce qu'il faut voir, la question reste et demeure, qui a tué Jovenel Moïse, parce qu'un procès qui a lieu aux États-Unis, et on dit procès, moi-même, je ne gagerai pas qu'il va y avoir un procès. C'est lorsque le prisonnier décide en tout cas, l'inculpé décide de plaider coupable. Ça coupe court à toute et puis, comme vous l'aviez évoqué procédure. Comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, il y a une histoire de commutation de peine qui fait que on dit tout ce qu'on nous demande. Absolument. Et qu'on en finisse. Ils vont tous chanter comme des rossignols. Absolument. On fait la pause, messieurs, et on revient pour la suite dans un instant. Restez là. Attendez.